688 candidats élus provisoirement députés provinciaux sur un total de 782 élus attendus. La ville de Kinshasa s'arroge plus de 40 élus provinciaux à raison du nombre élevé des électeurs. Les résultats des députés provinciaux des circonscriptions de Boudjala dans le sud de Bangui, Bomongo et Makanza dans l'Équateur n'ont pas été publiés pour raison d'enquête sur les dysfonctionnements y observés. Le jour de vote à ces circonscriptions s'ajoute celle de Massimanimba et de Yakoma, sans oublier Massissi, Rutshuru et Kwamut qui n'ont pas connu d'élection. Plus de 40 000 postulants aux législatives provinciales ont été enregistrés par la CENI. Parmi les élus provinciaux élus, Fifi Masuka Saini, Salomon Kalunda, Dela Jacques Kaboula Katoué, Jésus Noël Cheke, Alphonse Ngoï Kassanji, Denis Kambaye, Christophe Baséani Nanga, ou encore Didier Boudimbu, Peter Kazadi pour ne citer et que cela. Je saisis également cette occasion pour accomplir mon devoir républicain, celui de saluer mes adversaires qui ont participé à l'élection présidentielle du 20 décembre. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Vous êtes donc, mesdames et messieurs, une composante substantielle, consubstantielle, voulais-je dire, à l'événement de ce jour. Et vous avez à juste titre votre place dans la gouvernance de notre pays. Et ce quinquennat aura pour objectif, selon Félix Tshisekedi, président de la République réélu, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et du moyen et au moins d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales, de protéger le pouvoir d'achat de ménages en stabilisant le niveau d'inflation, en maîtrisant le taux d'échange, d'assurer avec beaucoup d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens, ainsi que la préservation de nos intérêts au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense par la suite du renforcement de notre diplomatie, diversifier l'économie et accroître sa compétitivité, garantir et renforcer l'efficacité de nos services publics, garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension de programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement de base et les PEDEL 145T. Et tirant toutes les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est à mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Merci de nous faire confiance. Bienvenue dans Grande Tribune. Nous sommes le lundi 22 janvier 2024, nous parlons de sujets, nous évoquerons deux sujets essentiellement. Nous allons analyser les 6 engagements pris par le président de la République réélu à nouveau et qui a donc prêté serment le 20 janvier dernier pour un nouveau quinquennat donc 5 années. Nous parlons de ces résultats provisoires des élections législatives provinciale, plus de 688 élus, je l'ai dit, sur l'ensemble du territoire national jusque-là, sur 782 élus attendus. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces élections provinciales et quels sont finalement, est-ce que ces assemblées provinciales jouent-elles réellement le rôle qu'attend la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Grande Tribune. 3 invités sur cette table que vous connaissez bien. Monsieur Damien Terranova, qui est vice-président de l'UMAC, l'Union de mouvements qui soutiennent Moïse Katumbi. Eri Massimbo, qui est coordonnateur d'une structure de la société civile, Kinshasa mérite mieux. Et monsieur Henri Chimalanga, lui, il est donc journaliste et analyste indépendant des questions d'actualité. Bienvenue, messieurs, dames, dans Grande Tribune. Alors, monsieur Damien Terranova, je commence avec vous. Comment avez-vous trouvé, comment jugez-vous ces analyses, ces 6 engagements pris par le chef de l'État? Et puis, cette phrase qui a circulé un peu partout, celle de savoir que les erreurs du passé ne reviendront plus sur base de l'expérience que nous avons acquise pendant ces 5 premières années.
Merci beaucoup de m'avoir invité de prendre part à votre émission. Je salue les téléspectateurs que je revois, je crois, une année après. Hein. 2023-2024. Voilà, 2023-2024. Je vous salue. Je le salue aussi tous ceux qui nous ont accompagnés pendant la période électorale. Et aujourd'hui, nous avons le résultat. Je l'avais dit que s'il y a un vainqueur, je le féliciterai. Donc, je félicite Monsieur Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui et qui a prêté serment le 20 dernier. Vous le félicitez pendant que Moïse Katumbi lui-même qui dit qu'il y a eu simulacre. Bon, écoutez, Monsieur Moïse Katumbi, c'est un patriote. Et c'est mon président. Hein, j'accompagne ses actions. Mais moi, je suis aussi un patriote. Vous voyez? Parfois, vous vous contredire, c'est tout à fait la démocratie. Tout à fait la démocratie, et chez nous, c'est permis. Ouais, chez nous, c'est permis. On peut lui dire, président, là, tu n'as pas bien fait. Ou président, là, tu peux améliorer ou tu as bien fait. Voilà. Donc, moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Je le félicite pour avoir réussi avec brio ces simulacres d'élection. Voilà. Donc, je veux répondre à votre question. Merci beaucoup. Et je salue aussi mes co-débatteurs qui sont des très beaux, de très belles personnes. Et je vous salue. Moi, c'est Monsieur Damien. Donc, je pense que nous allons vraiment faire connaissance sur ces plateaux. Je veux répondre à votre question. Vous savez, Monsieur Félix Tshisekedi n'a rien dit de nouveau. Il n'y a rien de nouveau qui nous est dit parce que ces 6 points, c'est les restes de ces 10 points, je pense, hein, ou 20 points, quelque chose comme ça, qu'il avait écrit dans son premier quinquennat. Il avait des objectifs à atteindre, et parmi les objectifs à atteindre, dont il n'a pas d'ailleurs atteint la grande partie dans son premier quinquennat, et aujourd'hui, il nous revient avec un 6 points. 6 points qu'il doit atteindre selon lui. Alors, vous savez, d'emblée, moi, je veux dire, M. Félix Tshisekedi nous a fait voir de toutes les couleurs déjà après 5 ans. Il nous a promis beaucoup de choses. Il y a même un journaliste qui a sorti une brochure de 256 promesses qu'il avait faites. Et c'est pas M. Aristote... je crois. M. Aristote Ngarime, c'est pas un journaliste. Je crois. C'est un politique. Ah, c'est un politique, hein, bon, voilà. Alors, il a sorti ces livres-là que d'aucuns doivent lire. Hein, pour voir combien M. Félix Tshisekedi c'est un bon prometteur, mais un très mauvais réalisateur. Un très mauvais. Un très mauvais réalisateur. Pourquoi un très mauvais? Ben parce qu'il ne réalise pas ce qu'il promet. Et rien du tout n'a été réalisé. Bon, écoutez, sur 10, si vous avez réalisé une chose, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme note? Vous voyez, c'est ça le problème. Il faudrait que le Congolais sache qu'un chef de l'État, ce n'est pas un dieu sur terre. C'est une personnalité qui représente une nation, qui représente une population. Alors, il travaille pour cette population-là. Et tout ce qu'il vous promet qu'il va réaliser pendant un laps de temps lui attribué, cette population doit vérifier si réellement cela a été fait. Vous voyez? Et les côtés par rapport à cela. Mais il a dit que, compte tenu des expériences du passé, nous nous engageons à ne plus commettre les Là erreurs. encore, il y a à redire. Là encore, il y a à redire. M. Félix Tshisekedi doit d'abord énumérer quelles sont les erreurs qu'il a commises dans le passé. Il doit le reconnaître. Je vais vous donner un exemple. Nous avons décrié les 21 000 $ des députés. D'accord? Nous avons dit que c'était trop excessif par rapport au package alloué à l'État. Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, il promet 33 000 $ aux députés. Est-ce que cette erreur du passé que nous avons estimée erreur, va-t-il l'améliorer? Il a promis 33 000 $. Oui, mais regardez dans le nouveau projet de budget de 2024, vous trouverez que les députés auront 33 000 $. Non, il faut qu'on soit limpide dans ce que nous disons. Est-ce que lui, il a pris l'engagement de payer 33 000 $? Mais c'est lui le chef de l'État. Est-ce que c'est lui qui avait pris l'engagement de payer 21 000 $ aux députés? Le pouvoir législatif, il est indépendant du pouvoir exécutif. Est-ce que celui qui avait pris
l'engagement de payer 21 000 $ aux députés. Ce sont les députés eux-mêmes qui sont les autorités budgétaires. Mais je vais vous rappeler d'une chose. Qui ont voté ce budget. Je vais rappeler aux téléspectateurs une chose. Pour rien. Un des discours de M. Félix Tshisekedi devant les deux chambres, il avait dit que il a utilisé le pronom possessif je vais améliorer vos émoluments. Et du coup, ils étaient à 5 000. On les a vus basculer à 21 000. C'est quelle date, discours de quelle date? Oh, mais c'était, comment on appelle ça comment on appelle ça encore? Un rapport devant la nation, quelque chose comme ça. Que le Congrès. Non, pas le décongrès, oui. Oui. Il y a, je pense, en 2000... promis, hein. Oui, je pense en 2019, fin 2019 ou bien 2020. D'accord. Ouais, il a promis et il a réalisé en leur donnant 21 000, et en ajoutant sur les 21 000, 55 000 de palissades. On est d'accord que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement, c'est pas le chef de l'État. Mais écoutez, les chefs de l'État et les sous-membres de tout. Okay. Il peut décider à un niveau et donner les injonctions selon son avis, trouvant que cela serait bon pour un groupe de gens ou pour une personne. Ça, on ne peut pas le lui refuser. Et donc, nous avons vu cette erreur-là, dont je parlais des erreurs, que M. Félix Tshisekedi vient de s'accentuer sur cela. Mais quant aux autres, ce qu'il dit, moi, je pense que c'est déjà entendu. Il promet, il réalise difficilement. Attendons voir. Donne-lui. Je lui donne un bénéfice de doute. Merci beaucoup, Monsieur Damien Terranova. Il est donc vice-président d'un mouvement katumbiste, UMAC. Alors, Monsieur Henri Tchimbalanga, vous êtes journaliste, vous êtes également analyste, vous êtes à distance, vous n'êtes pas acteur politique. Vous, votre lecture n'est pas nécessairement une lecture disons, attaché à une tendance politique. Alors, quel est votre avis à ce sujet? Les engagements pris par le chef de l'État, comment vous les trouvez? Comment vous les analysez? Comment trouvez-vous les chances qu'elles soient réalisées? Ou qu'ils soient réalisés? Merci beaucoup, Dan. Je salue aussi les amis. Bonne année, parce qu'on ne s'est pas retrouvés depuis le 1er janvier. Et je pense que c'est une bonne chose. On commence aussi, c'est pour moi un honneur de se retrouver sur ce plateau, juste l'édition qui vient juste après cet événement de prestation de serment du président de la République. Moi-même, j'étais aussi au stade, parce qu'en tant que journaliste, on est chasseur d'informations et ainsi de suite. Dan, la question, elle est pertinente, c'est une très grande question. Je pense que l'adresse de Félix, au regard de cette cérémonie d'investiture, d'abord la prestation de serment, c'est un moment très solennel. Et tout ce que, la personnalité débite en ce moment-là, elle doit en être très conséquente. Ça voudrait dire parce que c'est un juron devant Dieu, devant la nation, c'est-à-dire les hommes et les femmes sont là à l'écouter. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que Félix reconnaît les erreurs du passé. Donc personnellement, je me dis, même s'il ne les a pas énumérées, mais il les connaît. Parce qu'il ne peut pas parler des erreurs du passé sans les connaître. Et quand je reviens un peu en arrière, au moment de la campagne, sur Top Congo FM, oui, je crois qu'il a aussi parlé d'une telle erreur. Quand il parlait de RAM, cette histoire de RAM, il a parlé que c'était une erreur. Et puis... et ces instructions n'avaient pas été suivies par... Voilà. Ouais. Ça voudrait dire que, en parlant de ces erreurs-là, quelque part, il reconnaît qu'il y avait un laisser-aller dans la gestion. Il y avait une certaine impunité, c'est-à-dire, bon, quand le chef de l'État, il constate qu'on n'a pas suivi ses instructions, oui, mais c'est une infraction grave. Premièrement, il doit chercher à repérer qui est la toute première personne qui devrait prendre le relais pour faire exécuter une telle instruction venant de lui. Ça n'a pas été observé. Mais est-ce qu'il y a-t-il eu une sanction? Pas du tout.
quand il n'y a pas sanction, c'est-à-dire c'est toi qui devrais sanctionner, qui doit subir la sanction. Vous voyez? Donc, je pense que tout ce qu'il a dit dans son discours, évidemment, ce n'est pas du nouveau, ce sont des mots qui lui ont été décriés pendant même la campagne, c'est tout le monde qui lui lançait vraiment en face comme ça. Et j'en profite pour lui dire qu'il comprenne que le Congolais qui lui a dit pendant la campagne, directement sans transiter par qui que ce soit, que voilà, nous souffrons. Kitissa dollar, voilà, il y a ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait. C'était l'interaction. Mais ce Congolais-là est allé au-delà de ces remarques-là pour lui renouveler la confiance. Donc, il n'aura plus d'excuses cette fois-ci et ça ne va pas attendre peut-être le milieu du quinquennat ou quoi que ce soit. C'est juste dès le départ, il doit donner un véritable ton. Entre autres, il doit s'engager à réduire le train de vie des institutions. On a vu un article qui a publié, un article de, je vais citer le média, un média en ligne, mediacongo.net, qui disait que le budget des députés nationaux, puis pas le budget, les évolutions de députés nationaux, passait de 21 000 à 33 000 $ pour la prochaine législature. Déjà, pour cette nouvelle session qui va commencer, ça sera ça, les émoluments des députés provinciaux. Dan, je devais toucher. Je pense que ce sera déjà un très mauvais pied, un mauvais départ. Vous savez, même dans l'athlétisme, hein, il y a ce qu'on appelle, c'est un instrument, on appelle starting block, le bloc départ. Les coureurs qui se lancent par un mauvais départ, ils ont du mal à rattraper ceux qui vont prendre l'avance. Donc, si cela s'avère que les députés vont commencer par un tel émolument, je pense que tout sera très mal parti. Mais on va quand même rester, comment dire, dans le droit. Le chef n'est pas celui qui décide des émoluments, que ce soit ses propres émoluments ou celui des députés. Ce n'est pas lui qui décide. Ok, d'accord. Écoutez, nous avons plusieurs sources de loi. Les députés, d'accord, ils décident. Mais qu'est-ce que l'Assemblée nationale, là, en termes, qu'est-ce que l'Assemblée nationale produit en termes de contribution au budget national? Mais pourquoi cet organe qui ne produit rien en termes de participation au budget national, cet organe-là doit être le plus gros consommateur? C'est une mauvaise politique. Et s'il doit aller dans cette logique-là, selon laquelle l'Assemblée décide, elle a cette autonomie-là, je ne sais quoi. Mais ce n'est pas lui. Mais écoutez, ce n'est pas dans ce... Mais avant de promulguer une loi, elle passe où? Mais quand elle arrive là-bas, il n'est pas obligé de la promulguer tout de suite. Il a encore les compétences de faire des annotations, de revisiter pour un motif qui est tout à fait réel. Parce qu'il faut placer la nation. Il a dit, il sera guidé par l'intérêt commun, l'intérêt de la société, l'intérêt général. C'est ça sa prestation de serment. L'intérêt général ne signifie pas encore prendre part, laisser se développer les injustices sociales, lesquelles on a décriées pendant les 5 ans. Merci. Mais s'il laisse encore cette injustice, ça, se développer, alors quel est cet intérêt général pour lequel il a prêté serment? Mais non, l'Assemblée nationale, c'est un organe, mais qui n'est pas au-dessus du président de la République. L'exécutif... On risque pas d'avoir une nouvelle crise d'Assemblée nationale. Mais non, la crise doit être justifiée. Les députés ne sont pas là pour s'imposer et bouffer tout ce que le pays produit. Nous avons des très sérieux problèmes. Si il a parlé du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat baisse du taux d'échange. Mais écoutez, même les pays les plus développés, nulle part vous allez trouver un député qui touche les tels salaires. Mais comment alors nos députés à nous vont devoir s'imposer au motif qu'ils ont ce pouvoir-là? C'est quand même des cadres. Mais des cadres, ça signifie quoi? Mais en Chine, les députés ne sont pas payés, ce sont des cadres. Mais ici, chez nous, ils sont cadres par rapport à quoi? Travailler ne signifie pas que vous devez tout bouffer. Donc moi, je pense que c'est réalisable, mais à condition qu'il soit consciencieux des erreurs, bien qu'il ne les ait pas énumérées, mais il les connaît. Il les connaît, très bien. Et entre autres, il faut réduire cette injustice sociale et non laisser cette injustice encore se développer. Merci beaucoup, monsieur Henri.
Tchimbalanga. Alors, Monsieur Massimbo, Eri Massimbo, je vous passe également la parole. Quel est votre avis au regard de la lecture de ces 6 engagements pris par le chef de l'État? Pour vous, c'est réaliste? Oui, merci beaucoup. Je salue mes co-débatteurs ici sur le plateau, M. Damien ainsi que M. Henri Tchimbalanga. Bonjour. Je salue tous les Congolais de partout ailleurs où ils nous suivent. Je salue la population quinoise. La victoire a été de notre côté. La décision de M. Jean-Denis Ngobila, comme nous l'avions toujours souhaité et comme nous l'avions toujours dénoncé la mégestion au sein de la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, M. Jean-Denis Ngobila est en dehors de la ville. Et nous souhaitons un bon mandat à celui qui va diriger la ville pendant ces 3 mois, jusqu'à ce que nous puissions avoir les élections pour le gouverneur, M. Jekoko Moulomba. Je crois, nous l'avions dit, nous cessons de le dire, il doit se mettre au travail pour l'intérêt des Quinoises et des Quinois. Ce que nous avions eu à dénoncer hier avec Jean-Denis Ngobila, nous ne voulons pas le voir reproduire les mêmes actes et les mêmes actions. Sinon, ça sera qu'un coup de pied dans l'eau. Donc, nous l'avions d'ailleurs suggéré de pouvoir axer ces actions sur la sécurité au niveau urbain ici à Kinshasa, sur la lumière dans les routes, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Quand vous quittez l'aéroport d'Endjili pour atteindre les centres-villes, mais cher Dan, vous allez vous promener sur une route où il n'y a pas de lumière la nuit, c'est très dangereux. Et d'axer aussi à ces actions sur l'assainissement de la ville et aussi sur le remplissage des nids de poules qu'il y a partout dans la ville de Kinshasa. Parce qu'elle travaille pendant 3 mois, c'est payé. Mais néanmoins, s'il pose ces actions-là, ça pourrait être visible au point de vue de la population quinoise. Donc, pour parler, cher Dan, de ces 6 points-là, en fait, d'abord, je commence par souhaiter un fructueux mandat au chef de l'État, que j'appelle personnellement le cuisinier national, parce que c'est lui qui est dans la cuisine pour préparer pour tous les Congolais. Vous voyez, il nous a donné le menu, un menu qui comprend 6 engagements pris envers le peuple congolais. Lui-même, il avait dit d'ailleurs, il avait dit, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend au-dessus, que toute la nation, que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat dans l'esprit des Congolais. Donc, il sait au moins. Il a pris conscience, je crois, et il est conscient de cette fonction du président de la République, de cette fonction et des attentes de la population par rapport à tout cela. Donc, la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, des mesures de stabilisation des taux d'échange de dollars, assurer la sécurité du territoire, diversifier l'économie congolaise, garantir l'accès aux soins de santé et renforcer l'efficacité des services publics. Je crois que ce sont des engagements qui, une fois des politiques publiques mises en place pour pouvoir mettre cela en place, je crois que ça sera des actions qui pourraient servir réellement l'intérêt général du peuple congolais. Pensez-vous que ces engagements rentrent dans le cadre de la correction des erreurs du passé, tel que lui-même l'a dit, le chef de l'État? Du coup, je ne peux pas directement dire oui, ça entre, ça va porter correction aux actions du passé, mais néanmoins, nous voulons le voir sur le terrain. Parce que vous savez, cher Dan, hier, nous avions été porte-parole, la bouche du chef de l'État, parce qu'il y a une campagne. On devrait montrer notre soutien et notre engagement de pouvoir l'accompagner, comme nous l'avions fait tout au long des quinquennats passés. Et aujourd'hui, c'est un nouveau quinquennat qui commence. Aujourd'hui, nous devons être la bouche de la population congolaise, parce que c'est une population qui a été déçue un peu plus. Alors aujourd'hui, lui-même l'a dit, il connaît l'ultime charge et les revendications qui sont légitimes pour la population congolaise par rapport aux différentes attentes. Parce que, comme je l'ai dit toujours, il y a eu une flèche d'aller que la population a fait vers le chef de l'État et la population attend une flèche de retour par rapport à la sécurité, la sécurisation de nos frontières. Nous savons tous que nos frontières sont poreuses, raison pour laquelle il y a de l'insécurité, des incursions de rebelles, même des pays voisins qui entrent
et sortent comme ils veulent. Nous avions félicité les actions qu'il a eu à mener dans le quinquennat passé par rapport à la sécurité, la réforme de l'armée, le recrutement, la dotation qu'il a fait, les renforcements de la carte de la démographie au sein de l'armée et aussi les outils de travail mis à la disposition de notre armée et certains engagements pris au niveau de la région, de la sous-région et aussi certains engagements internationaux à faveur de notre armée pour pouvoir renforcer sa capacité de la dissuasion. Ce sont de très bonnes mesures. Je crois qu'il doit rester dans cette logique-là et voir ce qui n'a pas marché et voir comment pouvoir l'améliorer. Si on prend par exemple du côté des infrastructures, vous savez, cher, dans notre État, c'est un État qui est en pleine construction. Okay. Plus de 2 millions 45, plus de 2 millions de kilomètres carrés, ce n'est pas facile. Okay. Donc, il faudrait voir comment mettre l'accent sur les infrastructures. Ici, quand on parle des infrastructures, on voit les routes, les rails, les ponts qu'il faut jeter pour relier un territoire avec un autre, pour faciliter la circulation en même temps des biens et des personnes. Et aussi faciliter notre armée, nos services de sécurité et de renseignement, de pouvoir avoir le contrôle sur certaines zones dont ils n'ont pas le contrôle. Merci beaucoup. Du point de vue de l'infrastructure, ça prend aussi la construction des bâtiments qui doivent abriter les centres de santé, les hôpitaux, ainsi que les hôpitaux généraux et au niveau de province, tout ça. On prend, ça doit prendre en compte les infrastructures, la construction des écoles, des universités. Et tout ça, nous devons prendre conscience de ça. Je crois que le projet de développement des 145 territoires, si on peut un peu revoir ces projets-là, parce que c'est un projet qui a été conçu à la hâte, parce que j'avais pris le temps au moins de lire ces projets, de les parcourir, c'est plus de 120 pages, je les lis, je les analysé, je crois qu'il est temps de pouvoir revoir encore ces projets-là, parce qu'aujourd'hui, dans le projet 145 territoires, s'il vous plaît, cher Dan, il y a eu des actions que le gouvernement a apportées au peuple, mais aujourd'hui, on doit entendre ce que le peuple veut réellement pour lui donner ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, Monsieur Eri Massimbo de la société civile. Monsieur Damien Terranova, pour vous, ça devrait être quoi les priorités du chef pendant les 5 prochaines années? Vous savez, le chef, M. Félix Tshisekedi doit savoir, et ses amis qui vont gérer le pays pendant 5 ans, ils doivent savoir que le Congolais d'aujourd'hui est tout à fait différent de celui d'hier. Aujourd'hui, j'ai vu tout le monde était scotché à la télévision, pas pour regarder le plein du stade, mais pour suivre le discours du chef de l'État. Tout le monde était scotché et il n'attendait que ça. Alors, à ma grande surprise... Katumbi a suivi ce discours. Je n'étais pas avec lui. Moi, je suis à Kinshasa. Lui, il était à Kachobwe. Vous n'avez pas aucune idée? Non, je n'ai aucune idée. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Et je n'ai pas échangé avec lui sur ça. Alors, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, au moins, la grande partie des Congolais, si vous leur posez la question sur la route, qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Tout le monde a retenu les 6 points. Ce qui est différent des autres mandats, des autres présidents, comme monsieur Kabila, par exemple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les Congolais aujourd'hui sont attentifs à ce qui va être réalisé. Sont tous attentifs. Parce que chaque Congolais a au moins écrit le 6 points que M. Félix Tshisekedi a donné à la télé dans son discours d'investiture. Ce qui veut dire que le Congolais d'aujourd'hui veut que son pays se développe, veut que son pays aille de l'avant, veut que son pays aujourd'hui entre dans le concert de nations et pèse. Vous voyez? Et ne peut le faire ou ne peut entrer que si, seulement si, la base, en fait, le matelas de base, qui est la vie de tout le jour, est garantie. Mais qu'est-ce qui peut être le frein à l'accomplissement de ces 6 engagements? Mais son sérieux, tout simplement. Le sérieux du chef. Son sérieux. Son sérieux. Voyez, M. Félix Tshisekedi est resté, hein, je veux revenir sur ce que mon co-débatteur a dit ici, quand il parle de RAM, par exemple. Oui, bien sûr, il reconnaît que c'était une erreur de sa part. Mais est-ce qu'il a corrigé cette erreur? Mais la RAM a été mis de côté depuis très longtemps. Mais bien sûr qu'il a été... Mais et l'argent de gens qu'il a pris? Quel a été le mécanisme mis en place pour la restitution de cet argent? C'est facile. Mais attendons voir le deuxième mandat.
Attendons voir le deuxième mandat. Donc, je veux dire, s'il veut réellement, comme je vais répondre à votre question première, s'il veut réellement nous convaincre, nous les Congolais, que ce qu'il nous dit aujourd'hui est vrai, eh bien alors, il doit d'abord commencer par les commencements. C'est-à-dire, il a reconnu cette erreur-là, et la meilleure façon de la corriger, c'est de nous restituer d'abord notre argent. Ce n'est pas de nous dire que c'est notre argent qui avait construit des universités, pendant que nous savons qu'il y a un autre budget qui est habilité à construire les universités. Alors, si c'est notre argent direct qu'il a pensionné chez nous directement, qui ont construit ces universités-là, alors où est passé le budget du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qui est constitué pour la réflexion et la réhabilitation et même la construction de nouvelles universités? Vous n'avez pas lu la loi des finances, peut-être c'est une rubrique incluse dans la loi des finances. Mais on a passé en revue tout cela pendant les 5 années. 2023. Pendant les 5 années passées. Il n'y en avait pas eu. Il n'y avait que des discours vides. Des discours vides. Alors, je vais parler aussi des infrastructures. Il a tendu la main à toute l'opposition. Il a dit, vous avez la place dans sa gouvernance. Je vais y revenir, s'il vous plaît. Je veux parler des infrastructures. Mais écoutez, aujourd'hui, je pense que M. Félix Tshisekedi a vu, parce que pendant les 5 années, il a fait plus de 300 et quelques voyages à l'extérieur du pays. Non, c'est pas 300 et quelques. Restons restons véridiques, s'il vous plaît. Mais c'est combien? Vous avez les chiffres? C'est pas 300 quand même. Vous avez les chiffres? Allez-y. Moi, je vous en donne un. Si vous en avez un autre, opposez-le-moi. C'est pas 300, allons-y. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vous donne un chiffre. Si vous avez un autre, opposez-le-moi. Donc, je suis en train de dire, M. Félix Tshisekedi a fait plus de 300 voyages à l'extérieur du pays et il a été à l'intérieur du pays que quelques fois. Mais au moins pendant cette période de campagne, comme l'a dit mon co-débatteur, il a vu que les infrastructures sont quasi totales, inexistantes. Parce qu'il y a eu des routes qu'il devait emprunter, il n'a pas pu, il est allé dans un pays voisin qui est une honte, prendre un hélicoptère et descendre sur son pays pendant qu'il y a une route. Objectivement. Il y a une route qui avait été laissée. Donc je suis en train de dire, sur les infrastructures, pendant les 5 années de M. Félix Tshisekedi, c'était un chaos. Et nous l'avons décrié ici. Un chaos total. Dans l'arrière-pays, il n'y a rien eu. Il n'a pas su faire. Il a été 2 fois dans des pays étrangers pour faire sa campagne. Ok, voilà. Donc, je pense que cette fois-ci, M. Félix Tshisekedi va améliorer les infrastructures. Routières. Et je veux, non seulement routières, même, il y a des gouverneurs, il y a des parquets qui siègent à ciel ouvert dans la République. Merci. Il y a des gouverneurs qui louent des maisons pour y habiter dans cette République. Donc, vous avez des infrastructures de l'État qui n'ont pas... Il n'y a pas d'hôpital. Il y a le PEDEL c'est tout un paquet où il y a la construction des infrastructures. On venait de vous le dire ici, c'est PEDEL, ouais. C'est quelque chose qu'il faut revoir. Donc je vais arriver sur la main tendue. Eh, écoutez, M. Félix Tshisekedi, ça c'est... À moins que les choses changent, parce que à l'allure où vont les choses, lorsque vous avez un Parlement qui est avec des personnes nommées, s'il vous plaît, je le dis bien. Ah, ça c'est votre avis. Nommées, oui, et vous avez rien que pour je veux dire la mouvance, hein, vous avez 450 députés. Si par 430 députés de la mouvance, rien que de la mouvance, je ne vois pas par quelle magie M. Félix Tshisekedi va tendre la main à l'opposition. Parce que l'opposition est minoritaire dans ces parlements. Or, nous savons tous que pour gérer un pays, il faut avoir une majorité au Parlement. Il s'est tapé la part du lion. Il est majoritaire à plus de, je veux dire, 80%. Je veux même dire 90%. Alors, la petite portion de l'opposition, il va faire quoi? À moins qu'il nous dise qu'il va appliquer la loi de la minorité. Or, ce n'est pas ça dans le Congolais. Et ce n'est pas ça l'objectif. Ils se sont taillés la part du lion pour tout prendre au niveau national et merci beaucoup, monsieur Damien Terranova. Je vais vous repasser la parole pour la deuxième thématique sur les assemblées provinciales. Le rôle des assemblées provinciales. Est-ce que nos assemblées provinciales jouent-elles vraiment leur rôle, celui de contrôle des gouvernements provinciaux et de veiller à l'exécution des lois qui sont votées sur place?
est-ce qu'il n'y a pas aussi cette... Bon, on va y revenir. Monsieur Henri, je vous pose la question. Pour vous, les priorités devraient être lesquelles? Est-ce que les 6 engagements reprennent-ils les priorités du chef de l'État? Je crois que les 6 engagements reprennent en quelque sorte ses priorités, parce qu'il a même dit, il est allé un peu au-delà de nommer les 6 engagements. Il a dit, je connais vos attentes. Oui. Je sais qu'il y a un problème. Il a évoqué le pouvoir d'achat de ce peuple. C'est très prioritaire. Tu sais, Dan, est-ce que vous pensez qu'il est très aisé de ne s'atteler qu'à construire, par exemple, un immeuble qui vous prend des gros investissements, pendant que ce peuple-là n'arrive pas à accéder à ce qui lui est élémentaire? Vous voyez, je ne sais pas si ce peuple-là va retrouver, comment il va se miroiter. Vous voulez dire que ce qui est élémentaire, le peuple n'a pas accès à ce qui est élémentaire? Non, le peuple n'a pas accès. Lui-même l'a dit, je sais, je connais vos attentes, je dois. Il a évoqué le panier de la ménagère, c'est-à-dire il en est conscient. Et ça résume en disant que les erreurs du passé ne devraient plus revenir. En quelque sorte, c'est un mea culpa. Mais en tant que chef, quand même, on peut utiliser un certain langage qui ne soit pas comme celui qui pleure devant sa population. Mais il a dit dans des mots aussi forts, mais il suffit tout simplement d'ouvrir les oreilles et de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il doit corriger, justement? La gestion, de façon transversale. Là, on ne doit pas chercher d'autres mots. Parce que vous savez, si la gestion n'est pas bonne... Il a échoué quand vous dites la gestion. Ça veut dire qu'il a géré pendant 5 ans. Vous voulez dire que sur les 5 années, la gestion a été mauvaise à 100%? Je ne parlerai pas en termes de pourcentage, mais sinon je dirais que la gestion a été mauvaise. Tenez, Dan, si lui-même, en tant que président de la République, le répondant direct de ce peuple, devant qui il a sollicité l'électorat, d'abord, pendant ces 5 ans-là, Félix Tshisekedi a eu à chaque fois dire, par exemple, que la justice a échoué. Et quand la justice ne roule pas, ne fonctionne pas, quelle est la suite des autres? Parce que c'est la justice qui sécurise la société en tout et pour tout. Il a eu à remplacer les magistrats plusieurs fois. Mais ça a donné quel résultat? Ça n'a donné... Il a engagé de nouveaux magistrats. Mais sans résultat, parce que lui, il a continué jusqu'à la dernière minute à dire même que c'est vraiment le bémol, c'est le terme qu'il a utilisé sur mon quinquennat. Or, quand la justice a échoué, ça voudrait dire on ne peut plus parler de ce grand projet-là qui englobe le tout, qui englobe la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'état de droit. Quand ça échoue, la justice, d'où on peut parler de tout cela. Le chef qui donne des injonctions ou d'instructions, on n'obéit pas parce qu'on n'a pas peur de la justice, elle n'existe pas. Souvenez-vous, Dan, c'était devenu comme une chanson. Dès qu'on annonce même à la télévision qu'on a arrêté tel mandataire ou telle personnalité, tout de suite le peuple congolais, qu'est-ce qu'il dit? Oh, Toye Bindenge Silaka. On sait comment ça va finir, tout de suite le monsieur sera dehors. Et effectivement, quelques jours plus tard, sans procès, l'homme est dehors et les millions sont partis. Mais ce n'est pas le chef qui dirige l'appareil judiciaire. Écoutez, le magistrat suprême, c'est bien lui. Et ce n'est pas lui c'est pas lui qui dirige les procès. Il ne dirige pas le procès. Oui. Mais il dirige le système. C'est lui qui est le garant de l'harmonie, du bon fonctionnement des institutions, c'est le président de la République. Monsieur Henri, qu'auriez-vous fait à sa place au regard du chaos? Prenons des exemples que nous avions vécu dans ce pays. Oui. On nomme, ne serait-ce que aux fonctions de Premier ministre, Etienne Tshisekedi Ouamulumba. Avant qu'il ne dise mot, tout Congolais, Zaïrois à l'époque, il se ravise. C'est par rapport à la personne. Tout le monde sait que non. Ce Premier ministre ne joue pas. Il est très cohérent et si vous y allez avec des blablabla, vous êtes dedans. Donc tout le monde, c'est lui qui détient un bien de l'État, lui-même il vient. Avant qu'on ait engagé une quelconque démarche, il retourne. Pourquoi? On a connu ici Laurent Désiré Kabila. Les gens ne jouaient pas, les ministres ne s'attelaient pas à s'enrichir si bêtement, si spectaculairement. Mais pourquoi?
Est-ce que tu sais qu'à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il y a des personnalités qui ont fait la prison? Ses amis, hein. Ses amis, et même plus loin, si vous fouillez l'information, vous trouvez que même l'une de ses épouses s'est retrouvée en prison parce que était complice dans le détournement des vivres des militaires. Et vous comprenez? Donc, il n'est pas question de dire que non, ce n'est pas lui qui dirige. Non, la Constitution étant garant, c'est un pouvoir, ce sont des prérogatives constitutionnelles. Ça voudrait dire que vous devez assurer le fonctionnement harmonieux. Monsieur Henri Tshimbalanga, s'il vous plaît, vous pensez que ce pays, la seule personne qui a la charge de le redresser, c'est uniquement le chef de l'État? D'abord, c'est le président de la République. C'est ça la mission. En tant que garant de la nation. Sur 100 millions d'habitants, une seule personne va jouer ce rôle. Mais c'est lui qui... Monsieur Dan, je pense que... Écoutez, je vous donne... J'étais au stade. Vous étiez aussi au stade. Je suis passé par plusieurs entrées, les marches là-bas. Qu'est-ce que je constate d'abord? Il y a des situations qu'il faudrait comprendre. Vous avez les services de sécurité qui fouillaient tout le monde. Vous avez sur une marche, par 4 ou 5 barrières. Mais là où j'étais, je vois d'abord quelque chose qui ne m'a pas du tout intéressé. Je vois des groupes de personnes qui arrivent. Koko fungo là, me dit, bino banani, bote les mains à tout fier, les alliés forces du progrès, en train de chanter. Et vous sentez qu'ils se sentent, eux, beaucoup plus puissants que les éléments qui étaient là pour fouiller tout le monde. Et eux discutent, ils s'imposent. Moi, je vous dis, je suis journaliste. Je recherche les faits. Les faits sont sacrés. Ça voudrait dire quoi? Donc, il faudrait que le président de la République, ayant pris conscience devant la nation et le peuple congolais, en déclarant que les erreurs du passé ne doivent plus revenir, ça dit beaucoup. C'est-à-dire, il doit imposer son pouvoir et ses prérogatives en tant que chef de l'État. D'accord. Pour chuter Dan, oui. La prestation des serments, c'est un texte qui est constitutionnel. Ça ne vient pas de lui. Et quand vous prêtez serment, au cas où vous ne remplissez pas, vous allez à l'encontre de cette prestation de serment. La réalité voudrait dire quoi? Donc je pense que le président de la République a toute la matière sur soi et j'aime beaucoup ses paroles. Ça dénote aussi d'une certaine volonté et conscience. Eri a évoqué ici, juste j'en profite quelques secondes, le cas d'assainissement de la ville. Comment voulez-vous qu'on a vécu 5 ans avec le gouverneur Ngobila ici, les ronds-points de Huiléry, on était là-bas, tout le monde passe, mais c'était un dépotoir, tout, même les matières fécales. Mais ça a pris combien d'heures pour que ça soit maintenant propre et on commence à arranger? C'est une société turque qui prend l'engagement d'assainir la ville. Mais pourtant, la caillasse, elle est congolaise. Les bordures, congolais. La main-d'œuvre, congolaise. Tout est congolais. Même les fleurs qu'on est en train de placer là-bas. Est-ce qu'il lui fallut qu'il y ait une société turque? Merci beaucoup. Il fallait frapper l'incompétence de ce gouverneur-là. Voilà donc que le chef maintenant quitte l'observance. Pour agir. Merci beaucoup, monsieur Henri Tshimbalanga. Alors, Eri Massimo, est-ce que vous pensez que vos co-débatteurs sont un peu durs envers le chef de l'État quand on dit que c'est lui qui doit être celui qui doit être au centre de toute action, du changement de tout ce que nous voyons comme médiocrité? Même le pasteur de l'église, Roland Dallot, il a dit dans sa prière, devant les chefs de l'État, tous les chefs d'État, que nous sommes fatigués des voleurs. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, il est celui qui doit être vraiment le moteur principal pour que les choses avancent positivement? Vous savez, je comprends leur faim. Et les cuisines nationales a déjà un menu pour satisfaire leur faim et leur soif. Donc je comprends leur faim. Quand les gens ont faim, quand ils parlent, mais ils n'ont pas besoin que des discours. Ils n'ont pas besoin des discours. Ils ont besoin que tu leur sers un plan. Et ces plans-là, le chef de l'État l'a déjà préparé, qui est étalé sur ces axes. Ici, le plus grand problème ici, cher Dan, s'il vous plaît, c'est l'équipe avec laquelle le chef de l'État va travailler pour la matérialisation de ces 6 axes qu'il nous a présentés. Parce que là, lui, il donne une vision de ce que lui, il veut apporter à la population. Mais il faut des gens qui vont prendre ces 6 actes pour les transformer en politique publique. Des politiques publiques en plan.
en plan, en programme et en programme en action. Et là, le peuple va sentir réellement les actions qu'a mené le chef de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, ça va commencer avec le chef du gouvernement, que le chef d'État lui-même va choisir. Et les ministres qui lui seront proposés par le chef de l'État. Je crois que par son pouvoir discrétionnaire, il a le plein droit de pouvoir enlever les ministres qu'il voit. Lui, il juge qu'il ne peut pas travailler et lui rendre un bon travail. Parce qu'il a les services de renseignement qui sont à son service. Et les services de renseignement ont la capacité de pouvoir scripter chaque nom qui lui sera proposé. Pour pouvoir dire, voilà telle personne, peut lui donner le portrait robot de chaque proposé qui lui seront soumis sur la liste que le Premier ministre va pouvoir lui proposer. Il doit donner le portrait robot de chaque personnalité qui lui sera soumise. Voilà tel, voilà tel, voilà tel. Et analyser chacun des noms qui lui sera proposé pour scripter et avoir des bonnes personnes. Des personnes qui ont de la connaissance, des personnes qui ont de la compétence, des personnes qui ont l'engagement et du management nécessaire pour pouvoir transformer cette vision du chef de l'État en action et en matérialisation. Et si on reconduisait les Warriors? En fait, il y a de quoi se dire qui peut être reconduit, qui ne peut pas être reconduit, qui peut être banni. Aujourd'hui, je crois que nous devons être réglo envers nous-mêmes. On ne peut pas être chef de parti politique et à la présentation des listes des préposés ministres que votre propre nom puisse s'y retrouver. Alors que vous êtes député, alors que vous êtes sénateur, alors que vous êtes député provincial. Je crois que la loi ne l'interdit pas non plus, mais c'est une question de la moralité, de la nouvelle citoyenneté, que nous devons tous imprimer et le mettre à la disposition du public pour que le public puisse les consommer. Aujourd'hui, je me pose même la question, même la jeunesse au sein des partis politiques. Quel type de la jeunesse que nous avons au sein des partis politiques? C'est une grande question. Parce que cette jeunesse-là, dans la plupart, la grande majorité, a pour modèle leur chef des partis politiques. Et regardez maintenant quel est le comportement de chaque chef de parti politique. Qu'est-ce qui les caractérise ou qu'est-ce qui les ont caractérisés durant ces 10 dernières années dans la sphère politique? Je crois que c'est très important. Donc, les services de renseignement qui sont aux côtés du chef de l'État, je crois, ils sont aussi censés mettre leur intelligence réelle au service de la nation pour pouvoir scripter chaque nom qui sera donné au chef de l'État. C'est très important. Je crois, moi, fermement, qu'avec du sérieux et de l'organisation, ces 6 axes peuvent être réalisés et donner du bon repas au peuple congolais. Parce que, comme j'ai l'habitude toujours de dire, le chef de l'État, c'est la cuisine nationale. C'est lui qui est dans la cuisine congolaise, c'est lui qui est censé préparer et servir du bon repas pour le peuple congolais. La réussite passe nécessairement par le casting. Bien évidemment, il faut un bon management par rapport au casting qui sera fait. Le choix de ces accompagnateurs, c'est très important. Vous parlez seulement du gouvernement, pas de la présidence? Oui, non, en fait, même au niveau de la présidence, parce que la présidence n'a pas le rôle de l'exécution. Non, ils ne sont pas dans l'exécutif, mais ils sont là pour observer et faire des propositions. Regardez les travaux qui sont faits sur le terrain par les ministres et faire les remarques et des propositions, des recommandations au chef de l'État. Et les chefs de l'État viennent avec ces recommandations, des propositions au sein des conseils des ministres pour leur faire des remarques par rapport aux actions et à sa vision qu'il a donnée s'ils voient que ça ne marche pas. Parce que la présidence, ils sont là un peu comme des conseillers qui apportent des conseils au chef de l'État par rapport au travail des terrains et par rapport à la conception de la matérialisation de sa vision. Est-ce que les ministres que nous aurons, les ministres que nous avons souvent au pays, doit-on avoir des ministres qui viennent des partis politiques, qui sont proposés par des partis politiques, ou il faut qu'on ait des ministres qui sont des gens qui sont chevronnés dans un domaine donné, par exemple un ministre de la Justice qui maîtrise bien les rouages juridiques, tout ça, un juriste lui-même, pratiquant, quand un ministre par exemple, je dirais même des affaires étrangères, un diplomate aguerri, est-ce qu'il faudrait qu'on ait des technocrates ou qu'on continue dans ce système-là des partis politiques qui proposent des gens qui peuvent ou ne pas être spécialistes dans un domaine donné, qui gèrent des ministères? Je crois qu'aujourd'hui, la cooptation au sein des partis politiques a montré ses limites avec la gestion. Parce qu'il y a toujours des malentendus, des gens qui sont reprochés d'avoir détourné telle ou telle autre chose. C'est ce que je dis, il faut que ce soit des gens qui sont au-dessus de la mêlée.
Le chef de l'État a ces pouvoirs-là de pouvoir choisir, c'est avec qui il peut travailler partout où il veut. Parce que l'électorat du chef de l'État, ce n'était pas des partis politiques, ça il faut se le dire. C'était la population. C'était la population congolaise. Et les promesses qu'il a faites aujourd'hui, les 6 axes qu'il a exprimés, il n'exprime pas pour les partis politiques. C'est pour le peuple, c'est une promesse faite à la population congolaise. Et en tant que chef de l'État, il est censé pouvoir s'atteler à ce que cette vision puisse se matérialiser. Merci beaucoup. Ça ne peut que se matérialiser avec du travail et du sérieux et de l'organisation. Permettez Dan de pouvoir apporter un petit correctif ou, par rapport à l'expérience que j'ai. Quand on a parlé par exemple des budgets des députés, non, c'est arrêté à 33 000 $, ce qui vient de 21 000. Non, par principe de l'interdépendance, de la dépendance de chaque institution et de l'interdépendance, chaque institution de la République, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des autres institutions, lors de la discussion, d'abord les discussions du budget se passent au niveau de chaque institution. Et chaque institution amène son budget pour pouvoir les présenter et défendre son budget. Et cela n'est pas le travail des chefs de l'État. Ce n'est pas le chef d'État qui est venu avec la proposition des salaires de 33 000 $ pour un député. Non, c'est l'Assemblée qui est venu les présenter et les défendre. Et le dernier ressort, ce n'est pas le chef de l'État qui doit porter des correctifs alors que le budget est déjà arrêté au niveau de l'Assemblée. Non. Et du Sénat. Et du Sénat. Non, 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 non. Quand ça rentre au point du chef de l'État, c'est pour la promulgation. Et qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? 15 jours après, 15 jours après la publication, si la loi n'est pas... 15 jours après que la loi soit soumise au chef de l'État, si elle n'est pas publiée 15 jours après, cette loi entre en exécution. Mais je crois aussi, cher Dan, que le chef d'État a ce pouvoir-là de pouvoir mener les lobbies. Parce qu'il y a un ministre... un ministère qui joue le rôle à l'intermédiaire entre le Parlement et le gouvernement, je crois, avec le lobby du chef de l'État, avec la conscience que va prendre cette nouvelle législature, tout cela peut être revu à la baisse pour que l'excédent là puisse être destiné au projet de développement de la population. Et d'ailleurs, c'est au projet de développement des bases. Merci. De ces mêmes législateurs. Très bien. Mesdames et messieurs, députés provinciaux, on en a élu 688 députés provinciaux. Pour certaines indiscrétions, un député provincial de la législature passée touchait minimum 10 000 $, selon un député qui nous avait fait la révélation en off. Alors, 688 députés sur 782 qui sont attendus sur l'ensemble du territoire national. Voilà, 40 000 postulants. Est-ce que nos assemblées provinciales jouent-elles leur rôle, celui justement que vous connaissez, une assemblée provinciale, comme vous le savez vous-même, les faire les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques? Monsieur Damien Tiranova, nos assemblées provinciales jouent-elles leur rôle? Oui ou non? Sinon, qu'est-ce qu'il faudra faire à la place? Avant de répondre à votre question, laisse-moi rappeler... à monsieur Eric. Massimo. Ah oui, ok, comme bonheur. Ok. Oui. Monsieur Eri, c'est le nom d'un cousin d'ailleurs, que je venais de recevoir la semaine passée. Voilà. Monsieur Eri, le chef de l'État est l'arbitre. Il joue l'arbitrage des institutions. Notamment celui institution Parlement. Alors, lorsque il passe devant ces parlements, lui dit « Je veux améliorer vos émoluments » et quelques mois après, ces émoluments sont améliorés selon un chiffre, soit lui avoir été proposé ou que lui-même a imposé, eh bien, il faudrait que nous, la nation, que nous puissions en redire là-dessus. Alors, vu que celui, l'arbitre, et de tout ce qui précède, de tout ce qui en découle, il en est le responsable qui doit être ici mis, disséqué sur une table. Il ne faudrait pas qu'on ait cette politique de l'Autriche où, je veux dire, on couvre le président
lorsqu'il commet des erreurs, en cherchant des mots qui les protègent. Non. Je pense que le Congolais d'aujourd'hui doit être objectif. Pourquoi vous mettez tout sous la tête du chef? Même quand les députés... Mais je suis en train de dire ici... Même quand les députés quand nous eux-mêmes sommes allés voter. Posez-moi la question, pourquoi on a voté un chef de l'État? Si on ne devait pas le juger. Si on ne devait pas mettre tout sous sa tête. Non, la question, M. Henry l'a dit, il a certainement des annotations à faire sur les lois qui sont votées, mais ce n'est pas lui qui vote. Oh. Je ne parle pas de loi. Je suis en train de parler des émoluments. Ces émoluments, en amont comme en aval, ils jouent un rôle. C'est une loi des finances qui s'y est... Oui, mais le chef de l'État a des représentants partout là-bas. Je vous dis qu'il est l'arbitre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire aussi que une loi, avant d'être présentée, les chefs de l'État ont des échos. Parce que vous savez qu'il y a un ministère qui est Des relations avec le Parlement. en relation avec le Parlement. Ça veut dire que tout ce qui se passe là-bas, le gouvernement est au courant. Et aujourd'hui, il y a même un ministère, si pas un conseiller attaché au Parlement, du chef de l'État. Donc ça veut dire que tout ce qui passe dans le Parlement, le président doit être au courant directement parce qu'il a un représentant direct. Bref, c'est comme ça que nous devons aujourd'hui juger les choses. Nous ne devons pas rester sur les superficiels, sur le français, sur la forme. Il faut que nous entrions dans le fond et en sortir les conséquences. C'est lui le coupable principal. Quand il y a chaos, c'est le chef de l'État qui est le coupable principal. Parce que c'est à lui qu'on a donné mandat de nous sécuriser. Vous savez, j'ai vu une chose, et j'ai aimé les journalistes qui a présenté les choses quand on remettait les emblèmes au chef de l'État. On lui a remis la Constitution. Et les journalistes disent, en lui remettant la Constitution, il en devient les garants et les protecteurs de cette Constitution. Quand on lui remet les emblèmes coutumiers, on dit que le chef de l'État devient au-dessus de tous les chefs coutumiers et les protecteurs de ces coutumiers, des us et coutumes. Quand on lui donne le drapeau, on dit qu'il est le garant de l'intégrité nationale et de la sécurité. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État... Il est l'homme à tout faire. C'est pourquoi il a un cabinet de plus de 500 personnes. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que dans le dans le futur choix de président, nous devons prendre celui qui a des manèges solides. Pourquoi sommes-nous dans un régime parlementaire qui fait de l'exécutif bicéphale si le chef, il a tout le pouvoir, comme vous le dites? Mais tu l'as dit. Tu as dit un mot très intéressant, bicéphale. Tu l'as dit. Oui. Ça veut dire que nous sommes encore, comme tout le monde l'a toujours dit, la jeune démocratie. Ça veut dire le chef de l'État est là, mais il a un œil partout. Il gère partout, il regarde partout et il a un mot à dire partout. Il a le don d'ubiquité. Mais bien sûr. Partout, dans tout le ministère. D'accord. Assemblée provinciale, 1 minute. Alors, l'Assemblée provinciale, mon frère, il y a un problème. Le problème, c'est que je pense que nous devons d'abord former les gens et aussi leur octroyer une certaine culture politique. Vous savez, nos assemblées provinciales, nos assemblées provinciales, voilà, nos assemblées provinciales ont un problème sérieux. C'est-à-dire les hommes qui les gèrent, je pense qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont d'abord, dans un premier temps. Parce que si vous voyez ce qui se passe, regardez ce qui s'est passé à la ville de Kinshasa. Tout le monde constate qu'il y a un chaos dans la ville de Kinshasa. Mais ces assemblées provinciales, cette assemblée-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous avons vu un moment, il a fallu que monsieur Godin Poy entre en collision avec monsieur Ngobila. 1 minute, s'il vous plaît. Pour qu'il y ait une sorte de sursaut, hein, que les gens voient qu'effectivement, il n'y a rien qui se passe. Donc, je pense qu'ils doivent d'abord être cultivés, hein, être enseignés, être formés
avant d'accéder à ces postes-là. Très Ça, bien. c'est un problème très sérieux. Merci que beaucoup, nous je avons. vous repasse la parole. Monsieur Henri Chimbalanga, je vous passe également la parole. Les assemblées provinciales jouent-elles le rôle qu'on attend d'elles? Sont-elles efficaces? Sont-elles en train de contribuer à l'intégration nationale? Dan, malheureusement, je dirais non. Non, parce que c'est à cause du pouvoir de Kinshasa qui ne respecte jamais la Constitution à l'égard de ces assemblées-là. Tenez la première des choses. Il est dit que les assemblées provinciales doivent bénéficier de 40% de retenue à la source. De rétrocession. Mais Kinshasa n'obéit jamais à ce texte-là. Et maintenant, ces assemblées-là vont fonctionner comment? Et c'est tout de suite, ça devient des clochards au merci des gouverneurs. Les gouverneurs maintenant prennent le dessus, ils commencent à manipuler les députés provinciaux. Pour qu'un député provincial trouve du carburant, il doit aller chanter chez le gouverneur. On a vécu ça. Et c'est comme ça le rythme. Mais dès lors que Kinshasa ne respecte pas la Constitution à l'égard de ces assemblées-là, eh bien, ça va toujours être comme cela. Vous avez des gouverneurs qui deviennent protégés par des hommes forts à Kinshasa. Maintenant, au niveau des assemblées provinciales, vous vous dites, mais on ne saura pas l'évincer parce que Kinshasa l'appuie. Vous vous engagez contre lui, ça se retourne contre vous. Et pourtant, vous en avez le pouvoir. Vous comprenez cette histoire-là? Mais c'est depuis du temps de Kabila. Mais oui, mais on devrait... mais pourquoi quand on remplace quelqu'un, et surtout que nous, à l'époque, c'était savonné. Tout ce que Kabila faisait, ou Mobutu, on décriait. C'était mauvais. Et c'était à nous de venir avec une gouvernance qui devrait normalement corriger les faiblesses des gouvernances précédentes. Donc, les assemblées provinciales sous Kabila, sous Tshisekedi, c'est du pareil au même. C'est du pareil. Mais, Dan, vous êtes un journaliste professionnel, accro aux faits. Et les faits, c'est quoi? Prenons ce qui se passe dans les assemblées. Pourquoi on a eu du mal à évincer Ngobila depuis 5 ans? C'était un protégé. Prenez le cas du Lualaba. Il y a eu des élections sur 14 provinces. Mais pourquoi excepter Lualaba? Madame Masuka est gouverneur intérimaire oui. depuis plusieurs années. Voilà. Mais pourquoi là-bas on a refusé d'organiser les élections? Serait-elle une des protégées de Kinshasa? Et c'est une gouverneure exceptionnelle. À Kinshasa, c'est elle qui est partout. Finalement, tu es gouverneur de Kinshasa ou du Lualaba. Tout ça, c'est Kinshasa qui fabrique des gouverneurs très puissants et qui écrasent les députés provinciaux. Et d'où les assemblées provinciales n'ont pas pignon sur rue. Au Lualaba, quel député provincial, président de l'assemblée provinciale du Lualaba soit-il, peut oser mener un contrôle rigoureux sur cette gouverneure-là? Mais tout de suite, tu es parti. On te fout, on te vire. Parce que Kinshasa fabrique des gouverneurs très puissants. On en a connu partout. Pour quel intérêt Kinshasa serait-il? Mais c'est ça, ce sont des intérêts égoïstes. C'est le pourquoi je rejoins même le pasteur Roland Dalo qui dit que Tolembi Miyibi, nous sommes fatigués des gens qui s'enrichissent. On a vécu ça 12 ans au Kasaï. Et pourquoi il y a eu cet exode? Le Kasaï est aujourd'hui l'une des provinces les plus pauvres. Mais c'était dû à quoi? Un gouverneur très puissant. Kinshasa a maintenu. Mais Kinshasa l'a maintenu. Et les conséquences maintenant, c'est quoi? Les gens dorment sur des motos ici. Vous voyez? Donc, tant que Kinshasa ne va pas s'inscrire sur cette logique-là, ou disons mieux, la culture du respect des textes, eh bien, nous allons continuer toujours à constater que les assemblées provinciales ne jouent pas leur rôle. Comme on a vécu ici, ils sont venus, les députés ici, ils ont passé nuit dehors devant la primature. Impayés. Impayés. Et pourtant, ça produit. Mais pourquoi? Tant que ces gens-là sont impayés. Mais ici à Kinshasa, vous augmentez les émoluments des gens qui vont là-bas au palais du peuple dormir. Mais c'est la guerre. Mais finalement, les gens vont se battre. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous voulons de ce pays? Et plus loin, pour revenir un peu à ce que Eri a dit, mais non, la loi n'est promulguée 15 jours plus tard que si et seulement si le président de la République n'a pas réagi. Mais dans les 15 jours, il a tout le temps, de par son cabinet. Il ne peut pas promulguer une loi sans pour autant réunir son cabinet. Il a des experts en la matière. Qui doit veiller à cela? Mais
Et c'est le garant de la nation. Qui doit veiller à ce que cette retenue à la source soit effective? Okay, mais qui est le garant? À qui on a remis la Constitution? C'est au président de la République. C'est lui qui doit faire respecter. Mais il a prêté serment devant nous tous, devant Dieu et devant les hommes, les Congolais. Il a dit ceci: je dois défendre cette Constitution d'Anne. On n'a pas cherché midi à 14 h. Félix est clair. Et nous devons le suivre dans ce que lui a dit. Et non prendre nos sentiments, les mettre devant lui. Non, lui il nous dit que j'ai conscience de vos attentes, mais nous voulons lui créer un schéma qui n'est pas celui-là que lui a prononcé. Non, prenons-le, on le met devant ce que lui a dit. Il s'est engagé à faire ça, à résoudre les problèmes et à ne plus accepter les erreurs du passé. Parmi lesquelles on ne paye pas les députés provinciaux, les retenues à la source de 40%, rétrocession, ça bouffe, on bouffe tout ici à Kinshasa. Non, ce sont ces erreurs-là qu'on doit vider. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair. C'est clair. Voilà. C'est vraiment clair. Merci beaucoup. Je pense qu'on est en train de nous suivre. Éric Massimbo, après avoir suivi vos deux co-débatteurs, le questionnement que j'ai su. Alors, quel est votre avis? Pourquoi est-ce qu'elles jouent leur rôle? Si oui, sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que par rapport à tout ce que mes co-débatteurs ont dit ici sur le plateau, je crois que le chef de l'État a l'essence de l'écoute. Et il est propre et apte au changement et à pouvoir s'y remédier. Nous avons vu, il y a beaucoup de cas pour ne pas les citer. Si je prends par exemple le cas de Minembwe qui a été transformé en une commune, donc aussitôt que la population avait réclamé cela, les actions ont été menées et cela a été suspendu. Donc tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, je crois que nouveau mandat, il faut donner aussi au chef de l'État de faire une nouvelle expérience et à la population. Nouveau mandat, nouvelle expérience. Laissons-nous le temps de pouvoir faire cette nouvelle expérience avec le chef de l'État parce qu'il a promis, il est conscient, il mesure et tout en tant que garant de la nation et les symboles de notre unité. Les cuisiniers nationaux, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc je crois qu'il connaît bien et il sait bien ce que le peuple attend de lui. Donc donnons-lui l'opportunité de faire cette nouvelle expérience avec lui pour ce quinquennat. Si je reviens par rapport à la question que vous avez posée sur le rôle des assemblées provinciales, est-ce qu'ils font réellement leur travail? Du coup, je dirais non. Je dirais non parce que bien qu'il peut y avoir 2 ou 3 qui ont eu à se démarquer tout au long de ces quinquennats dans leurs différentes provinces, mais dans l'ensemble, c'est non. Par exemple, le problème d'abord, il est politique. Pour ne pas prêter le mot de M. Henry. Parce que à un certain moment donné, Kinshasa doit arrêter de s'impliquer dans la gestion des provinces. Mais il y a la conférence des présidents. Bien évidemment, c'est pour donner les lignes de conduite et exprimer la vision de ce que vous voulez. Mais ce n'est pas pour avoir le contrôle total sur certaines actions qui sont menées par le gouverneur ou le mot d'ordre. C'est aussi ça la question en fait, le mot d'ordre. Nous avons vu M. Jean-Tini Ngobila malmener Mike Mukebai, que je salue là où il est. Il a été malmené par monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Jusqu'aujourd'hui, il est en prison. Vous voyez un peu. Alors que Mike Mukebai a commencé à dénoncer la majorité de Jean-Tini Ngobila depuis les débuts. Nous l'avions fait. Vous êtes témoins des combats que nous avons menés. Le président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale de ville de Kinshasa, M. Godin Poy, nous avait traité des jeunes de perdus, des jeunes sans avenir. Pourquoi? Parce que nous critiquions la gestion de M. Jean-Tini Ngobila. À l'époque, il y avait mariage entre lui et Jean-Tini Ngobila. Lorsqu'on avait détruit les marchés Zando ici, tué les gens ici au marché Zando, nous l'avions dénoncé. On a promis pour ne pas parler des marchés Matadi-Kibale et tous les autres, où le corps de nos compatriotes, que nous devons tous respecter, le respect des morts, ont été transportés dans des remorques, où le gouverneur a dit alors, il y a une ambulance. Alors, il y a une remorque. Nous l'avions dit ici. Nous avons vu à quel point la ville a été malmenée, maltraitée, cette ville de Kinshasa et sa population. Jusqu'à un certain moment donné, parce que les choses ne marchaient pas entre eux, ils ont commencé à avoir des problèmes, M. Jean-Tini Ngobila et Godin Poy. Et à un certain moment, il nous a rejoints dans notre combat. Il doit nous féliciter. D'ailleurs, il devait nous présenter un mea culpa par rapport à tout ce qu'il nous a dit. Il nous avait traité des fumeurs de chanvre.
Parce qu'on dénonçait, bien évidemment, à la 10e Miri Télévision, parce qu'on dénonçait la mégestion. On a vu ici, dans cette même ville, l'argent être perdu à DGRK. Les DG être interpellés. Et du jour au lendemain, lorsque le parquet devrait auditionner le DG, les serveurs de DGRK volés, brûlés plutôt, pour effacer les traces. Nous avons assisté à la disparition de 400 000 $ à la division provinciale des finances dans cette ville ici. Et rien n'a été fait. On a assisté à des enquêtes de l'IGF et de la Cour des comptes. Aucun résultat. C'est-à-dire, l'Assemblée provinciale de Kinshasa était passive par rapport à tout ce que le VC Jantungo Bila faisait au centre de la ville ici. Regardez la route Nguma. C'est de là qu'il vient. Quand vous venez, à partir de son entrée là, de sa sortie plutôt, jusqu'à Gitamo Magasin, mais la route, elle est défectueuse. Elle est défectueuse dans un état de délabrement très très avancé. Mais quand il vient, il prend l'essence unique avec des gyrophares. Bien évidemment. Demandez à ceux qui empruntent cette route-là, il vous le dira. Quand il sort à 10h ou à 9h ou à 12h, quand il sort de sa villa. C'était des choses que nous ne pouvons pas accepter. Mais à un certain moment donné, on a dénoncé, ça crée des problèmes au sein de la ville. Et regarde dans quel état M. Jantungo Bila laisse la ville de Kinshasa. Il a eu même à défier les autorités de l'État. Quand il y a eu télégramme suspendant le gouverneur, il avait défié ces télégrammes-là. Il était parti, il est entré dans son bureau pour pouvoir travailler, alors qu'il y avait déjà un télégramme. Donc, tout ce que nous pouvons dire, nous devons... Kinshasa, dans une certaine mesure, doit éviter de pouvoir s'impliquer trop dans le problème des provinces. S'il faut donc présenter un candidat, présentez-les. Ce sont des ambitions politiques. Mais lorsque vous êtes majoritaire dans une assemblée, tant nationale qu'est provinciale, vous êtes censé imprimer votre gestion. Très bien. Merci beaucoup. On a vidé notre temps. On a aussi épuisé nos deux thématiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, il y a des leçons à tirer certainement. Cette émission a été beaucoup plus interpellative. Hein. On n'a pas, en tout cas, elle n'a pas été dans l'opposition, dans le pouvoir de louer quelqu'un ou bien les critiquer négativement, mais c'était des idées contributives à l'avancement de la chose publique. Parce que si le pays n'avance pas, c'est nous qui en pâtissons, c'est notre pays. Et donc, on n'a pas besoin d'en vouloir à quelqu'un pour quoi que ce soit. C'est l'intérêt général qui a guidé ces idées qu'on a suivies ici sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Merci beaucoup, monsieur Damien Deranova. Merci beaucoup, monsieur Henri. Merci beaucoup, monsieur Eri Massimbo. La ville de Kinshasa est très, très sale. Nous demandons qu'on puisse, en tout cas, qu'on mette un peu la propriété, parce qu'il y a des maladies, tout ça. Elle est très, très sale. Monsieur Gekoko Moulumba, Gérard. Mais je pense que monsieur Gekoko a commencé déjà le travail, parce que moi, j'habite Ipen, hein, en descendant aujourd'hui, il y a des engins sur la route. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment on va rentrer, parce que on est en train vraiment de décaper, hein, au niveau des magasins, là. On décape, et puis j'ai vu au niveau de Louano, hein, là aussi, on est en train de décaper. Donc je pense que cette route-là va être réhabilitée. Mais il n'y a pas que ça, il faudrait qu'il y ait un bon travail d'assainissement. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si ce travail-là a commencé, on vous encourage. C'est pour l'intérêt général. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.